Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir infini de vous retrouver. Découvrons ensemble ce qui fait la une de l'actualité. Plus de 15 000 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de fonctionnement 2025 du gouvernement adopté par les députés. C'était lors de la clôture de la deuxième session ordinaire le 31 décembre dernier. Après quelques mois jalonnés d'examens de projets de loi et de séances d'information parlementaire, les locataires de l'hémicycle sont en vacances le temps de la reprise dans exactement 2 semaines. Ce journal prendra aussi une allure de fête avec la célébration de la journée de l'enfant africain et de la fête des femmes, édition 2024 à Tiémé. Mères et enfants de la commune ont festoyé avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batoré, réaffirme son engagement à poursuivre les actions pour l'épanouissement des femmes et des enfants. C'est une première dans le district autonome de Yamoussoukro, une opération spéciale pour faciliter la délivrance des actes administratifs, action qui passe par le rapprochement des services publics des habitants de plusieurs villages de la sous-préfecture. Carte d'identité, carte de couverture maladie universelle, CMU, extrait de naissance et bien d'autres actes ont été délivrés par milliers. Voilà pour le programme. Merci de choisir RTI 1 pour vous informer. L'année parlementaire à l'Assemblée nationale a pris fin le 31 décembre 2024. Des mois marqués par l'examen de plusieurs textes de loi et des séances d'information parlementaire. La dernière session réunissant les députés a été essentiellement consacrée à l'adoption du budget 2025. Pour cette année électorale, le dit budget s'élève à 15 339 milliards, c'est ce que nous dit Moussa Konaté. 31 décembre, dernier jour de l'année 2024, également la date de clôture des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est la loi qui nous fait obligation d'être là le dernier jour ouvrable de l'année en cours pour la clôture de la session. La double session cadre bien avec le programme du gouvernement et c'est la double session qui fait qu'aujourd'hui, nous allons en vacances pour reprendre en janvier. Une deuxième session au cours de laquelle 7 projets de loi ont été examinés, dont l'examen du budget de l'État, aussi des séances d'information parlementaire. Nous avons reçu ici les présidents des plus grandes institutions sur les droits de l'homme, sur la CEI et aussi sur la Cour des comptes qui est venue présenter tous les différents bilans de travail. Et bien sûr tout ceci pour la clarté et le partage des informations devant tous les députés. Nous avons aussi eu effectivement les débats enrichissants sur l'organisation des juridictions. Vous avez pu noter effectivement que nos débats se passent dans un esprit fraternel. La deuxième session ordinaire du Parlement a toujours été consacrée à l'adoption du budget. Et nous avons eu l'honneur, au nom du peuple ivoirien, d'adouber la vision du chef de l'État exprimée à travers ce budget qui s'élève à 15 339,2 milliards de francs CFA. Vous savez que ce budget, c'était très important parce que c'est un budget pour une année électorale. Nous avions des inquiétudes au départ, mais de façon unanime, tous les députés, que ce soit l'opposition, PDCI, PPACI, RHDP, nous avons tous voté à l'unanimité, prouvant ainsi notre esprit de solidarité, notre esprit républicain. 2024 s'achève. Une nouvelle année s'annonce avec la tenue des élections présidentielles et législatives. Les députés formulent leurs vœux pour un environnement électoral apaisé. Nous espérons que les enjeux de 2025 ne viendront pas perturber cette belle famille que nous constituons. Il faudrait qu'après 2025, les années 2025, les Ivoiriens puissent se regarder tranquillement, reprendre leurs habitudes, se rendre visite, se parler et la vie continue. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que les députés ont clos les travaux parlementaires de 2024 ce jour. Rendez-vous le 20 janvier prochain pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. Plus de 700 km séparent notre précédent sujet du prochain événement, la journée de l'enfant africain et la fête des femmes concomitamment célébrée à Tiémé dans la région du Denguélé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant présente exhorte à la valorisation de la femme et à la garantie d'un environnement sûr pour les enfants. Nassene Batoré s'engage aussi à mettre tout en œuvre pour contribuer au développement socio-économique de Tiémé. On nous dit Jean-Marc Djadji. La commune rurale de Tiémé, dans le département d'Odiné, accueille la Journée de l'enfant africain, édition 2024. Pour cette année, les femmes sont aussi impliquées par le biais de la fête qui leur est dédiée. À l'initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La lutte pour les droits et l'émancipation de ces couches vulnérables est l'enjeu de ces célébrations. Nous
savons aussi que nous avons des droits tels que le respect de nos parents et nos enseignants. La ministre Nassénéba Touré, présidant la cérémonie, a invité les populations à une mobilisation totale au vu des défis liés à l'éducation, à la santé, à l'autonomisation auxquels sont confrontés les femmes et les enfants. L'avenir de notre société repose sur notre capacité à valoriser les femmes et à garantir un environnement sûr et épanouissant pour nos enfants. Je vous encourage à poursuivre vos études avec sérieux et à cultiver des valeurs de respect, de discipline et de travail afin que vous soyez les leaders de demain. Pour joindre l'acte à la parole, 500 kits scolaires ont été offerts aux élèves de Tiémé et des villages environnants. 60 millions de francs CFA de financement sont prévus pour les femmes de la région du Kabadougou dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus, a annoncé le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Quant à Tiémé, on célèbre la femme et les enfants. Dans la sous-préfecture de Yamoussoukro, on s'attelle à rapprocher l'administration des populations. Action qui a permis à plus de 5000 personnes d'être déclarées pour la première fois à l'état civil de la ville. 1000 autres enrôlés à la couverture maladie universelle CMU et plusieurs centaines sont rentrés en possession de leur carte nationale d'identité dans 11 villages alentours de la capitale politique ivoirienne. Le récit de ce périple administratif vous est fait par Léon Brou. Gourouminankro et Duokro dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Les services d'état civil, d'identification, de couverture maladie universelle et de la CNPS à la rencontre des populations et l'engouement est au rendez-vous. Certains pour le retrait de la carte CEMU ou de la carte nationale d'identité, d'autres pour la première identification à ces régimes ou à celui des travailleurs indépendants ou encore pour la première déclaration à l'état civil. Grâce à ce préfet aujourd'hui, il y a eu mon extrait de naissance aujourd'hui. Je le remercie. Nous allons poursuivre l'action pour que chacun puisse avoir un papier, une pièce d'identité, un extrait de naissance. Ces opérations d'enrôlement ou de distribution de cartes dans le cadre de l'initiative La sous-préfecture Chevaux du sous-préfet central de Yamoussoukro. Nous avons beaucoup de nos parents qui sont dans les villages et qui n'ont aucun document, qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil depuis leur naissance. Alors est-ce que ces personnes, il faut les laisser comme ça dans l'anonymat? J'ai dit non. Donc j'ai entrepris moi-même une tournée de rapprochement de l'administration des administrés. Donc j'ai appelé ça la sous-préfecture Chevaux parce que en allant dans chacun des villages, c'est l'ensemble donc des services qui sont disponibles dans la sous-préfecture qui se déplacent. 3 mois de septembre à novembre 2024 a rapproché les services publics des administrés, 11 villages visités, des centaines de cartes nationales d'identité distribuées, 1000 personnes enrôlées à la CEMU, 5000 déclarées à l'état civil. Nous avons 1013 élèves du primaire, plus de 3351 majeurs. Ma plus grande satisfaction a été de réussir à convaincre une personne qui a 89 ans de se faire déclarer pour avoir un extrait de naissance. Autre partie prenante à la sous-préfecture Chevaux, l'AFOR, l'Agence du foncier rural et les services des eaux et forêts. Leur mission, sensibiliser les populations à la lutte contre les feux de brousse et à la délimitation des terroirs villageois. Ils étaient autrefois les grands oubliés de la politique de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire, les travailleurs indépendants qui évoluent majoritairement dans le secteur informel. Depuis 2019, ils bénéficient d'une couverture sociale en cas d'accident, de maladie, d'accouchement ou même pour assurer leurs vieux jours. Il s'agit du régime social des travailleurs indépendants instauré par l'État. Ils peuvent donc bénéficier des prestations de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Quel bilan 5 ans après l'instauration du dit régime? Un bénéficiaire de cette prestation à travers notre reporter Serge Coléa, nous démontre comment son quotidien a bien changé depuis son adhésion au RST. À Aounyansou, quartier de la commune de Boaké, Nina Ocho ne passe pas inaperçue. Dans son atelier bien connu des habitants, elle exerce le métier de bottier, communément appelé cordonnier. J'ai commencé ce métier dans les années 98-99. J'étais ici comme réceptionniste de mon patron. Je recevais ses clients. Et au fur et à mesure, je me suis sentie attirée par ce métier de cordonnerie. Il m'a appris vraiment le boulot. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Aux côtés de son maître, elle devient une artisane aguerrie. Du fond du cœur, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai ressenti de faire. Non, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir.
À la maison, j'apporte ce que je peux pour aider mon époux à prendre en charge les enfants. Ce que je lui apporte comme apport, c'est que moi, j'ai fait un peu de magasinage. Donc, je lui apporte ces petits conseils-là. Il faut étiqueter chaque chaussure qui vient. Il faut les enregistrer. Et dans un grand cahier, voilà, comme à la comptabilité. Et bon, ça lui apporte beaucoup. 25 ans qu'elle répare des chaussures. Elle en fabrique également à la grande satisfaction de ses clients. Ça fait au moins 2 à 3 ans que je la connais. Donc, quelquefois, quand je passe avec mes chaussures, vraiment, elle répare bien. Elle est d'abord professionnelle. C'est une cordonnière vraiment moderne, tout ça, avec les outils qu'elle a. Je pense que de temps en temps, les femmes commencent à s'adonner à des métiers d'hommes. Et c'est bon. Au début, il se posait la question, mais est-ce que elle pense qu'elle peut pouvoir tenir dans ce travail-là? Ça, c'est un boulot d'homme, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, c'est les clients même qui m'encouragent. Madame, vraiment, vous êtes courageuse. Comment une femme peut faire ce métier-là? Ça fait que ça me donne encore plus la force de continuer. Aujourd'hui, Nina gagne bien sa vie, mais son travail, elle le pratique pendant plus de 20 ans dans l'informel, sans aucune couverture sociale. Au début, quand je faisais encore les enfants, la télé pouvait rester fermée peut-être 1 mois ou 2 mois pour accouchement. Bon, ça ne m'arrangeait pas vraiment parce que quand c'est comme ça fait forcément des pertes. Comme Nina, des milliers de travailleuses ou travailleurs indépendants évoluent sans pouvoir s'offrir une pension de retraite en cas de vieillesse, un congé de maternité ou bien d'autres prestations sociales en cas d'accident. Depuis 2020, l'État de Côte d'Ivoire instaure un système de protection sociale dénommé RSTI, le régime social des travailleurs indépendants. Objectif, leur fournir une sécurité contre les risques de perte de revenus financiers. Ce régime concerne environ 7 millions d'acteurs du secteur libéral ou informel à leur propre compte. Aujourd'hui, la CNPS, c'est pour tout le monde. Hier, ils n'avaient pas droit à une pension de retraite. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, vu l'urgence, a institué un régime qui va leur permettre, eux aussi, pour leurs vieux jours, de bénéficier d'une pension de retraite. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont commencé déjà à bénéficier des prestations, notamment sur l'assurance maternité, les congés de maternité, et nous avons servi des prestations de plus de 2 millions. Après une phase de sensibilisation, la CNPS initie une vaste caravane dénommée RSTI Tour. Elle sillonne la Côte d'Ivoire pour rendre en acte la vision des autorités ivoiriennes. Nos parents qui ont été des fonctionnaires bénéficient aujourd'hui de ça. Pourquoi pas nous autres? Même si tu vends des ignames au bord de la route, tu fais de la loco, il faut te faire enrouler pour avoir une assurance de vie. Nous sommes avec différents corps de métiers de la Chambre nationale de métiers de la région de Séguéla. En tout cas, on arrive à enrôler un maximum de personnes. À Boaké, Daloa, Séguéla, San Pedro et dans bien d'autres localités, le RSTI s'installe progressivement. Les catégories les plus représentatives, les commerçants, les exploitants agricoles et puis les artisans. Nous avons couvert plus de 400 000 personnes de ces secteurs-là. À chaque étape, des dizaines de milliers de personnes sont enrôlées. À Boaké, le régime social des travailleurs indépendants enregistre à ce jour plus de 25 000 travailleurs indépendants, dont Nina Ocho, la spécialiste en cordonnerie. Le RSTI est venu vraiment pour nous sauver. On voit que dans nos métiers, on peut aussi être comme des fonctionnaires, on peut prendre la retraite et puis aller prendre notre argent de retraite, vivre encore plus tranquillement. Parce que le temps est là, la vieillesse peut venir, il y a des moments où on ne pourra plus faire tout ça. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, déploie un vaste programme social. Le Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, c'est un État anticipateur pour faire en sorte que ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire moderne, ceux qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur travail, soient à l'aune de la retraite des gens heureux. Le RSTI, régime social des travailleurs indépendants, constitue un des piliers de la politique de protection sociale bâtie par le chef de l'État. Notre périple informationnel nous conduit en septentrion, en son centre de la Côte d'Ivoire. Là-bas, la commune de Dianra, dans la région du Béret, a désormais sa police municipale. Elle a été officiellement présentée aux populations, présentation qui a débouché sur la pose de la première pierre d'une radio de proximité par le conseil municipal. Dianra fait ainsi un considérable pas dans la direction du développement local. Témoin pour RTI 1, Kader Sogodogo. La commune de Dianra a désormais des policiers municipaux. Ils reçoivent leurs épaulettes. Ils viennent pour contribuer à une meilleure sécurisation des populations en soutien aux forces de défense et de sécurité présentes sur place.
L'initiative est à mettre à l'actif du maire Armoulaye Kone. Parrain de cette cérémonie, le député maire de Korogo, Lassina Ouattara, dit l'ASAPE. Il invite les nouveaux policiers municipaux à être en phase avec les engagements qu'ils ont pris, à être des modèles surtout. Courtoisie, rigueur, honnêteté et serviabilité doivent les guider. Professeur Laspé, donc je vais vous baptiser. Comme ça, vous serez comme même chose comme Laspé. Il faut travailler fort, il faut travailler dur. Invité spécial de cette cérémonie, Zie Daouda Koulibaly Pelewolenya. Il invite les populations à apprécier ce vent nouveau de développement qui souffle sur toute la Côte d'Ivoire. Une raison de plus pour rester unis et solidaires derrière le président de la République, Alassane Ouattara. Que la Côte d'Ivoire est un grand pays parce que la Côte d'Ivoire a un grand président qui s'appelle Alassane Ouattara. Est-ce que une équipe qui gagne, on peut la changer? Est-ce qu'on peut changer un entraîneur qui gagne? À continuer, à continuer, à continuer, à continuer, à continuer. Une cérémonie de pose de la première pierre de la radio de proximité, La Voix du Bateau, et surtout la finale du tournoi de handball qui est à sa 2e édition, ont meublé le reste du programme. Au chapitre religion, on évoque la 5e conférence des imams tenue fin décembre 2024. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a mis l'accent sur la famille à l'épreuve des mutations sociétales. Daoud Kone, l'imam de la mosquée d'Atoban, était l'invité d'Hamza Diaby dans le Dimanche Magazine à 13h. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. La conférence des imams, c'est l'organe suprême du COSIM. C'est l'instance statutaire du COSIM. C'est pendant cette conférence que le COSIM dresse le bilan moral financier, donc qui dresse le bilan et qui examine nos différents textes statutaires et qui évalue aussi, donc qui fait l'évaluation et qui c'est l'organe aussi des décisions et d'orientation du COSIM. Pendant ces 5 ans, le COSIM, selon sa feuille de route, a mis l'accent sur la formation des imams, le renforcement des capacités et a mis l'accent sur aussi la cohésion sociale, sensibiliser les imams, la population dans le vivre ensemble et à prôner la paix. Il y a eu des résolutions, il y a eu des décisions, il y a eu l'adoption de la politique générale qui regroupe un certain nombre d'éléments qui constituent la feuille de route du COSIM. Mettre cette feuille de route-là à la possession des imams qui seront déclinés en plan d'action dans les années à venir. Donc les décisions sont prises, demander aux imams, sensibiliser les imams et demander aux imams de se rapprocher de la population et mettre l'accent sur les valeurs prônées par l'islam et contribuer au développement et à la cohésion sociale de notre pays. Qui met l'accent sur l'éducation. Chez la communauté chrétienne, l'heure est au renforcement des prières pour la paix en terre d'Éburnie. L'église Temple de la Foi a célébré ce dimanche un culte dans ce sens. C'était en présence de Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, Patricia Oumouetia. L'église du révérend Raoul Wafo, le Temple de la Foi, a accueilli en ce premier dimanche du mois de janvier le chef de cabinet du président de la République qui poursuit son programme annuel de visite dans les différentes églises et temples de notre pays. Louanges et adorations ont préparé l'atmosphère pour activer le recueillement et la compréhension de la parole. Le révérend Raoul Wafo, président fondateur de Wafo Ministry et pasteur principal de l'église Temple de la Foi, a exhorté ses fidèles à la prière intense. Selon lui, c'est à travers le jeûne et la prière des Ivoiriens que la Côte d'Ivoire continue de prospérer. Dans la même dynamique, Claude Saï a encouragé les hommes de Dieu à être des agents clés pour faire avancer la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous demandons à tous les Ivoiriens, à toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, vraiment de considérer son prochain comme soi-même, de marcher dans l'amour. Amen. Nous allons avoir des élections, nous voulons qu'elles soient transparentes, que le meilleur gagne simplement et que nous continuions de travailler pour le développement de ce pays. Il n'y a vraiment pas de raison d'avoir des velléités, Amen. Toutes les prophéties qui viennent annoncer le désordre, ça c'est du mensonge. Nous avons prié pour la paix et il y aura la paix. Les hommes de Dieu sont les piliers de la stabilité spirituelle de notre nation. C'est pourquoi je suis venu confier l'année 2025
à travers le révérend Wafo Raoul, entre les mains du Seigneur, afin que la Côte d'Ivoire connaisse la paix et que 2025 soit une année d'abondante bénédiction pour le président de la République, mais pour la Côte d'Ivoire. Wafo Ministry est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu, créé par le révérend Raoul Wafo. Le but est de susciter la paix et l'adoration tout en impactant considérablement de nombreuses vies, tant en Côte d'Ivoire que dans plusieurs autres nations du monde. Dans l'actualité politique, les militants du RHDP de Bandoukou se sont retrouvés pour se donner les orientations relatives au nouvel an. Kobenan Kwasi Adjoumani, coordonnateur du RHDP de la région du Zanzan, en a profité pour faire des présents aux militants, cadeaux constitués de pagnes à l'effigie du parti accompagnés d'appuis financiers. Sephora Zegui. 200 militants du RHDP de la région du Zanzan viennent de bénéficier de morceaux de pagne à l'effigie de leur parti politique. Cette action à l'initiative de Kobenan Kwasi Adjoumani, coordonnateur du RHDP du Zanzan, vise à renforcer la solidarité et la cohésion au sein du parti en soutien aux militants de base, conformément aux recommandations du président du parti. Pour Namori Kamagaté, cadre du Trésor public et secrétaire de zone du RHDP à Bandoukou, c'est l'occasion de rappeler l'importance du vivre ensemble au sein du parti. Plusieurs personnalités politiques, dont le sénateur Kosonou Kwasi Ignace, représentant le coordonnateur général Kobenan Kwasi Adjoumani, ont mis l'accent sur la cohésion, la solidarité et l'entraide au sein du RHDP à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Pour lui, ce geste symbolise la vision de Kobenan Kwasi Adjoumani pour un RHDP plus uni et prêt à affronter les défis politiques à venir dans la région du Zanzan. Le secrétaire départemental du RHDP de Ouangolo-Dougou sonne la mobilisation des troupes. Il a fait le point avec les militants et responsables de section. Aussi, il a salué le travail abattu en 2024 et surtout abordé les défis qui les attendent sur le terrain cette année électorale. Compte rendu signé Kader Sogodogo. Déjeuner d'échange entre le secrétaire départemental du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP de Ouangolo-Dougou, et sa base. Il s'agit ici de renforcer les liens de fraternité et de cohésion entre militants et responsables du parti au pouvoir. Ouangolo-Dougou, comme toutes les bases du RHDP, prépare activement l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une rencontre saluée par les militants. C'est une très bonne initiative. Comme chaque année, il nous invite à son domicile pour fêter le nouvel an. Chaque année, on vient fêter. Nous le remercions infiniment pour ses gestes. Il est régulier avec la population. Je ne peux que l'encourager dans ce sens. L'initiative est à saluer. Elle permet de créer un cadre de rencontre entre les jeunes, bien évidemment, et les autorités, mais également le député qu'il est. Il vient au contact de sa population et puis voir ensemble comment aborder cette année-là. Pour le secrétaire départemental RHDP de Ouangolo-Dougou, le temps est venu de mettre en évidence les acquis de la gestion du pouvoir d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Tout le monde sait le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait, où il a pris la Côte d'Ivoire, où il a amené la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de doute à cela. Donc nous avons dit à ce commando, à la population, à nos collaborateurs, que le seul choix à faire, c'est le choix du président de la République, qui est le président Alassane Ouattara, pour la continuité. Cette rencontre marque le lancement des activités du secrétariat départemental RHDP de Ouangolo-Dougou en cette année 2025. Hors de nos frontières, la lutte contre la corruption, la baisse des impôts pour donner une bouffée d'oxygène aux entreprises, la relance de l'économie, autant de défis qui attendent le nouveau président ghanéen. Interrogés sur certaines questions, les Ghanéens ont donné leur avis sur le retour de John Dramani Mahama au pouvoir. Gabriel Zani, Adam Akere, envoyés spéciaux à Accra. Place de l'indépendance, en plein cœur d'Accra, ouvriers et décorateurs contre les heures, le Ghana se prépare à accueillir John Dramani Mahama, le président élu. Tous les Ghanéens l'attendent. Ils ont voté massivement pour lui parce que le président Mahama a du cœur. Contre le pays, il est aimé. Il sait comment faire pour aider les Ghanéens afin de participer à leur épanouissement. Tout doit être prêt pour le mardi 7 janvier, jour de l'investiture. Et alors que la capitale Accra hisse les drapeaux pour ce grand retour,
l'incertitude cède la place à l'espoir. John Dramani Mahama is a very good. John Dramani Mahama est un bon président. Nous sommes heureux de l'avoir comme président. Tout le monde est content. C'est le meilleur président au monde. He was a president before. Il a été président, il a perdu les élections, mais il est resté en retrait pour un temps. Il a un bon esprit, c'est pourquoi nous avons voté massivement pour lui. Nous sommes heureux de son retour au pouvoir. Il est le président que nous attendions. Élu à 56,55% des voix, les Ghanéens ont choisi John Dramani Mahama comme l'homme de la situation pour juguler la crise économique. Selon Hamon, ce choix porte en lui le désir d'un changement significatif. Ce chef d'entreprise, investi dans la formation depuis 14 ans, a été successivement chauffeur particulier, guide touristique, pour éviter de mettre la clé sous le paillasson. En tant qu'entrepreneur, on a vraiment connu des hauts et des bas. Les taxes qui étaient vraiment dans le temps très élevées, vraiment nous ont fait couler beaucoup. Et donc, nos attentes sont vraiment énormes. Baisser les impôts, limiter l'inflation, créer plus d'emplois pour stimuler la croissance. Le nouveau président aura beaucoup à faire. L'économie n'est pas bonne. Les choses ne tournent pas bien. Les gens souffrent. Au niveau de la santé, il y a des problèmes. Dans l'éducation, c'est encore des problèmes. Je pense qu'il va relever le pays dans les différents secteurs d'activité. Il viendra stabiliser l'économie pour nous, parce que nous, les Ghanéens, on crie, on pleure du chômage pour nos frères et sœurs qui sont à la maison. Et on sait que s'il vient, il fera mieux. Aux 34 millions de Ghanéens, John Dramani Mahama, ancien président de 2013 à 2017, a promis de relancer l'économie et de mettre en place des réformes anticorruption. Le taux de croissance du Ghana pour l'année 2025 sera de 6,3%, des chiffres donnés par Nana Addo, le président sortant, lors de son discours sur l'état de la nation. Le pays n'est pas fauché, comme certains veulent nous le faire croire. Nous remettons au pays des réserves internationales brutes de près de 8 milliards de dollars américains. Pour lui, la croissance économique du pays a retrouvé sa trajectoire d'avant la Covid-19. De plus, pour stimuler son commerce, depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation autorisant tous les Africains à entrer dans le pays sans visa. Dans le reste de notre circumnavigation informationnelle, on vous propose de suivre les actualités les plus brûlantes hors de nos frontières qui ont animé cette semaine, et c'est dans le 7 sur 7 avec Juliette Ouya. Les États-Unis rendent hommage à leur ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Le drapeau national est mis en berne et plusieurs dizaines de gerbes de fleurs sont déposées devant la fondation Jimmy Carter. En un seul et unique mandat, Jimmy Carter, 39e président américain, est devenu expert en négociations géopolitiques. Le Zimbabwe abolit officiellement la peine de mort le mardi 31 décembre 2024, après que le président Emmerson Mnangagwa a promulgué une loi qui commue en peine d'emprisonnement les condamnations d'une soixantaine de personnes condamnées à mort. La loi sur l'abolition de la peine de mort stipule que les tribunaux ne peuvent plus prononcer de peine capitale pour quelque infraction que ce soit. Nouvel an endeuillé aux États-Unis. Le 1er janvier 2025, un véhicule fonce dans la foule à la Nouvelle-Orléans, dans le sud-est du pays. 15 personnes sont tuées et près de 36 blessées. Le criminel, répondant au nom de Bahar Jabbar et se réclamant de l'organisation État islamique, a été abattu par la police. Jeudi 2 janvier 2025, nouveau drame en Méditerranée. 27 corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont repêchés et 83 autres sont secourus après le naufrage de 2 bateaux au large des côtes tunisiennes dans une tentative de rallier clandestinement l'Europe.
La justice américaine annonce que le président élu Donald Trump va connaître le 10 janvier prochain sa peine qui ne sera pas de la prison ferme. Donald Trump a été reconnu coupable par un tribunal pénal de New York de paiement dissimulé à Stormy Daniels, une actrice de films pour adultes. La junte birmane annonce le samedi 4 janvier 2025 l'amnistie de près de 6 000 prisonniers, dont 180 étrangers. Une mesure annuelle à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Aucune information n'a été divulguée quant au motif de leur emprisonnement, ni aux nationalités des ressortissants étrangers concernés qui seront expulsés. Le ministre israélien de la Défense accuse le Hezbollah libanais de ne pas respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu. Israël Katz avertit que son pays va agir avec force. Selon l'État hébreu, les combattants du Hezbollah ne s'étaient toujours pas retirés au nord du fleuve Litani, dans le sud du Liban, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne. Et c'est la fin de ce journal, fruit de la parfaite collaboration entre les équipes de la rédaction, de la technique et de la réalisation. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure. Merci infiniment de nous avoir suivis.